Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Vincent Touraine, je suis journaliste économique et financier. Je vais avoir le plaisir d'animer cette plénière, la dernière de ce Patrimonia 2023, pour finir en beauté sur l'assurance vie et les placements de taux entre optimisme et incertitude. On va être ensemble pendant un peu plus d'une heure pour débattre autour de ce sujet avec deux grandes parties. La première sur l'assurance vie en euros, la deuxième sur l'avenir du commissionnement. Je sais que ça vous intéresse, sur les produits d'épargne, notamment l'assurance vie, le placement préféré des Français, bien entendu, à 1900 milliards d'euros d'encours. Dans un premier temps, on va voir où en sont les fonds euros, quelles sont les dernières tendances en termes de collecte. Peut-on tabler sur un regain d'intérêt de ces produits qui existent depuis un certain temps? Maintenant, regain d'intérêt à la faveur de la hausse des taux. On verra aussi ce qu'ils apportent encore, ces fonds euros, aujourd'hui, ce qu'ils ont à apporter, à quels besoins ils répondent véritablement pour les épargnants. Et parallèlement, on se demandera s'il n'y a pas mieux sur le marché pour placer son argent avec un risque maîtrisé. Quels sont les grands concurrents de l'assurance vie en euros aujourd'hui, Et puis, l'autre sujet, je le disais, qui vous intéresse, l'avenir du commissionnement à la lumière de la RIS, le Retail Investment Strategy de la Commission européenne. Que dit le projet? Où en est-on actuellement? Pourquoi inquiète-t-il autant la profession? On verra tous les arguments des uns et des autres sur ce texte, tout en gardant à l'esprit l'intérêt de l'épargnant lui-même. Qu'a-t-il à y gagner ou à y perdre? Voilà, pour les grandes lignes de cette plénière. Ce débat va durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et puis on gardera suffisamment de temps à la fin, bien entendu, pour toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous en poser. Il y a des micros qui vont circuler comme toujours. Vous pouvez d'ailleurs y réfléchir dès maintenant à vos questions. Sans plus tarder, je vous présente nos 4 intervenants. Franck Levallois, directeur général de France Assureur, bonjour. Bonjour à tous. Nous avons également Martin Landais. Bonjour Martin Landais, vous êtes sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Bonjour. Bonjour Philippe Bayot. Oui, bonjour. Ancien médiateur de l'assurance, professeur associé à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Et Cyril Chartier-Kessler, bonjour. Bonjour Vincent. Fondateur du site Good Value for Money. Petit mot de présentation de vos maisons respectives, les uns les autres. Franck Levallois, bon, France Assureur, est-ce qu'on présente encore France Assureur? Mais dites-nous un petit peu ce que ça représente aujourd'hui. France Assureur, c'est la Fédération française de l'assurance, comme vous le savez, donc qui réunit 252 entreprises d'assurance et de réassurance, c'est-à-dire un peu plus de 99%, on ne dit jamais 100%, mais enfin on n'en est pas loin, un peu plus de 99% des entreprises qui sont régies par le Code des assurances. Martin Landais, on parle de sous-direction de l'assurance, quel est son rôle? La sous-direction des assurances, elle est placée au sein de la Direction générale du Trésor. La Direction générale du Trésor, elle propose et elle conduit sous l'autorité des ministres la politique économique au plan national, européen et international. Et au sein de cette direction, la sous-direction des assurances, elle prépare la législation et la réglementation relative aux entreprises, aux intermédiaires d'assurance et au marché français d'assurance de dommages et de personnes. Et puis elle veille aussi au bon fonctionnement de ces marchés. D'accord. Philippe Bayot, bon, je ne vais pas vous demander votre CV, mais vous êtes passé par de grands assureurs. Oui, bonjour. Moi, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et de l'opportunité que m'offrent les organisateurs de Patrimonia, qui sont des récidivistes. Parce qu'ils m'avaient invité à une plénière lors de la première réunion de Patrimonia à Clermont-Ferrand. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des vétérans de Clermont-Ferrand. Non, vous voyez, la prochaine fois, je viendrai avec un déambulateur. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, je suis fondamentalement universitaire, donc tout à fait libre de mes propos. C'est la licence universitaire. Et je prendrai plutôt la posture des épargnants pour compléter le panel présent à la tribune. Et Cyril Chartier-Kessler, qu'est-ce que Good Value for Money? Alors, Good Value for Money, c'est un site spécialisé sur les assurances de personnes, avec 2 parties. Une partie contenu que vous devez, certains d'entre vous, pas mal consulter. Contenu réalisé de manière 100% indépendante et de manière 100% intégrée, voilà, de manière complètement factuelle. Deuxième partie sur la notation, référencement de produits, qui est faite aussi, elle, de manière complètement indépendante et factuelle, en s'appuyant sur des référentiels qui sont mis à jour chaque année. Voilà. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, merci à vous 4. Eh bien, on lance le débat et on commence par voir où en sont les fonds euros dont on entend de nouveau parler aujourd'hui avec la remontée des taux d'intérêt. Franck Levallois,
Pouvez-vous nous faire un état des lieux de ce que représente aujourd'hui l'assurance vie et les contrats euros en particulier? Que disent vos derniers chiffres publiés début septembre, hein, je crois. Ouais. Oui, publié début septembre, mais enfin qui relatent la situation à fin juillet. Bon, d'abord peut-être l'assurance vie dans sa globalité, quelques chiffres pour la caractériser, mais qui me semblent assez importants, assez essentiels. 18,7 millions de détenteurs d'un contrat d'assurance vie, au moins d'un contrat d'assurance vie en France. C'est tout de même plus que la population des Pays-Bas. Mais ce qui montre que l'assurance vie, c'est un produit, vous le disiez, c'est le produit préféré, produit d'épargne préféré des Français. Je pense que on peut le confirmer. Et toutes les couches de la population, hein, c'est 41% des foyers français qui ont au moins un contrat d'assurance vie. Lorsqu'on regarde dans les différentes catégories socio-professionnelles, on s'aperçoit que les employés, les ouvriers, enfin c'est un tiers des employés et des ouvriers qui détiennent un contrat d'assurance vie. Donc c'est très répandu, c'est un produit populaire et avec surtout cette caractéristique que vous connaissez toutes et tous, c'est son horizon de temps, hein, c'est la durée moyenne d'un contrat d'assurance vie, c'est quasiment 13 ans. Mais ce qui permet d'envisager une épargne évidemment de long terme, mais surtout des investissements de long terme. Et on voit d'ailleurs que cela séduit ou attire les Français, puisque on a dépassé très récemment, du reste, vous avez cité le chiffre, la barre symbolique des 1900 milliards d'euros d'encours. On est même à fin juillet à 1916 milliards d'euros d'encours en progression de 3,5% sur un an. Alors lorsqu'on regarde dans ces 1916 milliards d'euros d'encours, eh bien, on s'aperçoit que le fonds en euros, le portefeuille général, enfin peu importe comment on l'appelle, mais cette partie finalement, cette allocation qui sécurise le capital de l'épargnant, et ce qui est une singularité finalement dans le monde de l'épargne, eh bien, représente quasiment les 3/4 des encours. Plus récemment, et je termine sur ce chiffre-là qui me semble important, et je pense qu'il y aura sans doute des questions de votre part sur le sujet, eh bien, depuis le début de l'année, malgré la hausse des taux, malgré peut-être l'envolée de taux, notamment de l'épargne réglementée, on s'aperçoit que la collecte nette en assurance vie est restée positive depuis le début de l'année à hauteur de 3,1 milliards d'euros. Collecte nette positive, de justesse, hein, 3,4, on peut dire que c'est stabilité, de la stabilité, quoi. Ouais. 3,1 milliards d'euros de collecte nette positive, donc ça à fin juillet. C'est d'abord, ça veut dire que le marché de l'assurance vie continue de se développer. Hein. Deuxièmement, il faut aussi regarder l'évolution des cotisations, hein, qui vont former l'encours de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et les cotisations ont atteint des niveaux records. Depuis le début de l'année, c'est une progression de 5% des cotisations versées sur un contrat d'assurance vie. D'accord. Cyril Chartier-Kessler, en quoi les fonds euros continuent de répondre aux besoins des épargnants, ou répondent aux besoins des épargnants? Et à quels besoins répondent ces fonds euros? Alors, le fonds en euros, je dirais, sa première qualité, c'est la garantie du capital au jour le jour, l'effet cliquet. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Pour l'épargnant qui est craintif sur le fait d'aller sur des unités de compte, pour un épargnant qui souhaite attendre avant de rentrer sur des marchés actions, des marchés immobiliers, parce qu'il se dit que ça va baisser, eh bien, c'est un bon placement d'attente. Voilà. C'est aussi un placement intéressant, et ça arrive pour des personnes qui ont une santé fragile. J'ai eu le cas d'une personne qui s'est contactée, qui avait un cancer, qui savait en fin de vie, qui voulait transférer de l'argent à ses petits-enfants, petits-enfants. Finalement, le fonds en euros, c'est une bonne manière de transférer de l'argent via le cadre de l'assurance vie. Donc le fonds en euros, il a des qualités intrinsèques, essentielles. Et je ferai un dernier petit commentaire, c'est que je pense que compte tenu de l'évolution du marché, on ne peut plus parler du fonds en euros, mais peut-être des différentes formes de fonds en euros. Martin Landais, les fonds euros avaient perdu leur superbe, hein, avec les taux zéro que l'on connaissait jusqu'à ce que l'inflation se réveille et que les banques centrales remontent leur garde. Est-ce qu'ils peuvent connaître une forme de renaissance, selon vous, avec des taux qui remontent fort là, depuis le printemps 2022 ?
Alors, je ne sais pas si on parle de renaissance, parce que pour nous, ils ont toujours été... on peut rappeler que la collecte, elle a toujours été positive. Ils ont toujours continué de collecter. Les fonds en euros, ils ont... Mais leur image était un petit peu Cyril ringarde. Chartier-Kessler l'a rappelé, le fonds en euros, c'est un produit qui est liquide, avec une garantie de capital et qui apportait du rendement. Certes, on a vu qu'avec les taux bas et même les taux négatifs, eh bien, la collecte, elle s'est davantage partagée entre les unités de compte et le fonds euro, avec désormais des unités de compte qui représentent à peu près 30% du stock d'encours d'assurance vie. Je rappelle que c'était environ 20% il y a 5 ans et c'était un peu plus de 15% il y a 10 ans. Ce que ça montre, c'est quand même la capacité de résistance de l'assurance vie, de la boîte à outils assurance vie, fonds euro et unités de compte dans différents environnements, dans différentes conditions de température et de pression. Et j'ajoute, je fais une petite page de réclame, si je peux me permettre, Allez-y. que dans cette boîte à outils, il y a aussi des nouveaux produits qui sont apparus. On a considérablement réformé les fonds Eurocroissance. Dans le cadre de la loi Pacte, les fonds Eurocroissance, c'est quoi? C'est des fonds avec une garantie en capital à terme. Et donc, en fait, vous rogniez sur la liquidité, dans le triangle magique liquidité, rendement, garantie. Vous avez une garantie à terme, et donc ça vous permet de rechercher plus de rendement en renonçant à la liquidité à tout moment. Donc, le message principal, c'est que on a une boîte d'assurance vie qui fonctionne bien et qui sait s'adapter à différentes conditions de taux. Philippe Bayot, vous qui avez beaucoup de recul sur les choses du fait de votre statut de vétéran, vous le disiez. Vous nous donnez tout à l'heure votre avis sur l'utilité des fonds euros dans l'absolu, mais avant cela, est-ce que selon vous, la hausse des taux peut les rendre plus attractifs, ces fonds euros? Alors, naturellement, je n'ai aucune idée de la courbe future des taux, sinon je serais aux Bahamas sur mon yacht et j'aurais plaisir à vous parler en visioconférence. Mais vous voyez bien que ma présence est parfaitement physique. Et on peut faire naturellement nombre d'hypothèses. Alors je vais aller du plus violent au plus doux. Le plus violent, c'est imaginer une guerre en mer de Chine qui ferait passer vraiment la crise ukrainienne pour une bluette. Donc la géopolitique. Alors là, c'est un choc géopolitique, pour prendre un choc géopolitique extérieur, donc dont la probabilité à l'horizon 2027 ne tend pas vers 1, mais c'est là vraiment. Et là, on peut imaginer vraiment une remontée très violente des taux, mais on a d'outils juridiques pour protéger les épargnants avec la loi Sapin 2. Deuxième hypothèse, c'est une continuité d'une hausse assez douce comme actuellement. Naturellement, je n'ai aucune idée à quel rythme elle pourrait se développer. Mais là, on pourrait avoir des comportements de corsaires se développer sur le marché avec des personnes qui, n'ayant pas de fonds en euros en portefeuille, pourraient être tentées de créer un nouveau fonds en euros aux nouvelles conditions de marché à 4 ou 5 points par hypothèse. Mais naturellement, vous mettez les chiffres que vous voulez. Alors je pense que ce comportement de corsaire n'aurait pas beaucoup de conséquences sur le marché parce que les acteurs en question seraient assez marginaux. Inversement, on peut imaginer une situation vraiment extrêmement dommageable, c'est si notre Parlement, qui à défaut de majorité absolue, venait à généraliser la transférabilité des contrats actuellement dans la loi Pacte, des contrats retraite, au Fonds général. Là, je dirais Kipling, c'est tout à fait une autre histoire. Très bien. Quelque chose à répondre à ça ou non? Ou on passe au chapitre suivant? Franck Levallois. Si peut-être faire un commentaire. C'est vrai qu'on peut poser sur la table un certain nombre d'hypothèses, de scénarios plus ou moins pessimistes, voire catastrophiques. Bon, avec le scénario le moins catastrophique, le plus probable, c'est-à-dire des taux qui restent sur un plateau élevé, celui que l'on connaît, pour encore quelques mois, voire un an. Oui, mais c'est un point important. Vous voyez bien qu'il y a un an de cela, les médias, la presse, titraient sur la remontée brutale des taux. Hein. Là, on était, ce qui est le cas. Et ce qui était factuel. Et remontée brutale des taux, et avec là aussi un certain nombre on a vu fleurir un certain nombre de scénarios mis sur la table concernant l'assurance vie, la fin de l'assurance vie, concernant des mécanismes qui ont été rappelés un instant. Bref, c'était scénario sombre, noir.
Et en fait, nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que l'assurance vie, évidemment, comme l'économie, elle a connu des crises, elle a été confrontée à des situations. Rappelons-nous 2008, rappelons-nous de la crise des dettes souveraines en 2012. Mais finalement, l'encours n'a cessé tendanciellement de croître, de se développer. Les Français ont continué à faire confiance à l'assurance vie. Et finalement, ce qui semblait il y a un an, il y a un an, comme étant une menace, cette remontée brutale des taux d'intérêt, eh bien, n'a pas eu d'effet de remise en cause, en tout cas, de l'épargne des Français qui considèrent que l'assurance vie est un bon produit. Donc, vous nous dites que c'est neutre, que l'impact de la hausse des taux, finalement, est neutre? En fait, c'est pas que c'est neutre, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que la hausse des taux, il faut simplement se rappeler. Bonne nouvelle pour les épargnants. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants, c'est une bonne nouvelle pour les assureurs. Hein. Enfin, il faut juste prendre pas de recul. Jusqu'à un certain point, comment est-ce que vous gérez, vous, assureurs, on anticipe un petit peu sur le chapitre suivant, comment est-ce que vous gérez cette hausse des taux depuis qu'elle a commencé? La hausse des taux, vous voyez bien que, et ça c'est un effet mécanique, on parle d'effet de relution du portefeuille obligataire, c'est-à-dire du portefeuille des actifs obligataires détenus par les assureurs, de sorte que finalement les tombées obligataires, les remboursements d'obligations, les tombées de coupons, eh bien, sont réinvestis. Faut rappeler que aujourd'hui, même si le fonds en euros, et on pourra revenir sur le pourquoi de la décollecte du fonds en euros, puisqu'il y a une décollecte du fonds en euros. Là, vous nous avez parlé d'une collecte nette globale de pour l'assurance vie. Oui, et la décollecte est de combien pour le fonds euro? Elle est de quelques. Enfin, l'année dernière, elle était de quelques dizaines de milliards d'euros. Il faut simplement dire une chose, c'est que cette décollecte du fonds en euros, en fait, elle s'explique d'abord, c'est le premier phénomène, par une recomposition, une réallocation de l'épargne des Français. Dites-vous bien que les cotisations aujourd'hui qui sont versées par les épargnants sur un contrat d'assurance vie sont de l'ordre de 60% en euros, 40% en unités de compte. Et dites-vous que dans le même temps, les prestations qui sont versées au titre des décès ou des rachats, eh bien, correspondent à une épargne qui est, et c'est le chiffre que j'ai cité tout à l'heure, 3/4 investis en euros et 1/4 investi en unité de compte. Et en fait, cet écart, ce différentiel entre la structure de l'encours qui a été constituée au fil du temps et la structure des cotisations aujourd'hui qui sont versées, eh bien, génère mécaniquement, structurellement, automatiquement une décollecte du fonds en euros. Mais cette décollecte du fonds en euros reste d'une ampleur largement, je dis bien largement inférieure à ce que représentent les tombées obligataires, c'est-à-dire les remboursements, enfin les tombées de coupons ou les remboursements obligataires, ce qui fait que les assureurs continuent d'investir, en tout cas de racheter des obligations, mais à des conditions qui sont plus intéressantes aujourd'hui. Et c'est donc l'effet de relution. Le stock d'obligations et voilà. Et c'est pour ça avec des taux bas reste important. Il reste important, mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, ce stock diminue et il est reconstitué par des obligations qui ont un taux plus élevé. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle à la fois pour les épargnants, parce que ça veut dire que le fonds en euros structurellement est composé d'actifs plus intéressants. Et pour les assureurs, c'est aussi intéressant parce qu'il faut aussi se rappeler que lorsque les taux étaient très bas, voire dans certains cas, certaines périodes négatifs, c'était une bonne nouvelle pour personne. Et ça mettait en fait, là aussi, la gestion des actifs obligataires sous tension chez les assureurs. Martin Landais, je suppose que vous surveillez de très près l'impact de cette hausse de taux sur les assureurs. Quelles sont les implications pour eux? Je crois que je plus sois sur ce que vient de dire Franck. La hausse des taux, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, pour l'assurance en particulier. On était dans un monde... En ce sens qu'on revient dans une forme de normalisation, quoi. On revient dans un monde normal, où, avec un coût de l'argent, un coût du temps qui est positif. Nous, on est évidemment attentif à la solidité des assureurs français, et le proxy de la solidité, c'est les ratios de solvabilité, de couverture de solvabilité. Et l'effet de premier ordre, l'effet massif de la hausse des taux sur la couverture du capital de solvabilité, c'est positif, c'est un effet positif. Pourquoi ? Parce que toutes les provisions techniques, tous les passifs d'assurance qui sont actualisés avec une courbe des taux qui monte, eh bien, leur valeur diminue. Et donc, les fonds propres augmentent. Et donc, votre solvabilité, mécaniquement,
augmente. Et c'est ce qu'on voit. On est à des niveaux de couverture du marché français qui sont très élevés. On est environ aux alentours de 250% de couverture du capital réglementaire. Et je dirais même que sur les derniers mois, on sent une augmentation même de ce taux de couverture. Donc la solvabilité des assureurs, l'impact de la hausse des taux sur la solvabilité des assureurs, c'est positif. Et puis, ce qu'on surveille aussi, puisque pour la hausse des taux, vous avez la photo et le film. La photo, c'est le niveau, et le film, c'est la vitesse de remontée. On est sur une remontée des taux qui est sans doute plus rapide que ce qu'on avait pu, les uns et les autres, anticiper. Et donc, qui dit augmentation très rapide des taux, dit attention à porter sur les risques de rachat pour les assureurs. Qu'est-ce qu'on voit ? On suit ça attentivement. Qu'est-ce qu'on voit ? Les niveaux de rachat sur prime, qui sont une manière de mesurer la liquidité, le risque de liquidité pour les assureurs, eh bien, ces taux de rachat sur prime, ils sont à des niveaux qui restent contenus, très loin des pics de 2012. Et donc, finalement, il n'y a pas non plus de risque de liquidité pour les assureurs. Et puis, je dirais même plus, si on veut aller plus loin dans l'observation de ce risque de liquidité, on regarde la proportion d'actifs liquides de haute qualité dans les bilans des assureurs. Si jamais il se passe quelque chose, eh bien, ces niveaux-là sont très satisfaisants. Ils sont dans la moyenne européenne. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, on suit, c'est notre rôle, mais il n'y a pas d'inquiétude. Et je dirais que, Franck l'a dit, l'augmentation des taux, c'est une bonne nouvelle pour les assureurs, pour les épargnants aussi, parce que vous avez une relution de l'actif des assureurs, c'est-à-dire vous avez un taux de rendement moyen de l'actif qui va progressivement augmenter à la faveur des tombées obligataires, de renouvellement des portefeuilles. Et donc ça, c'est positif, ça va permettre de servir du rendement. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe entre le moment où le taux de l'actif a vraiment augmenté et maintenant ? Eh bien, les assureurs, qui sont des gens prudents, ils ont, mais la réglementation les aide à être prudents, ils ont une provision pour participation aux bénéfices, qui en moyenne représente plus de 5% des encours. Donc si vous voulez, en attendant la relution des portefeuilles, pour donner un coup de pouce au rendement de l'assurance vie, notamment du fonds euro, vous avez cette PPB qui peut être utilisée. Donc voilà, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont en place pour permettre de passer cette situation transitoire entre les taux négatifs et des taux élevés. Philippe Bayot, je vois que vous brûlez de donner votre avis sur cette question. Hausse des taux bénéfique ou pas pour les assureurs. Cyril Chartier aussi, Cyril Chartier-Kessler également. Philippe Bayot. Mais si vous permettez, je voudrais donner le motif exclusif du succès de l'assurance vie au cours des dernières décennies, sur le temps long de la gestion de patrimoine. Je vais vous raconter une petite histoire de 1960 Pas trop long quand même, à 1980. Vous allez voir, 1960-1980, l'assurance vie en France est un paradis fiscal. Ouais. Exonération totale d'impôt sur le revenu, quels que soient les montants en jeu. Exonération totale de droits de succession, quels que soient les montants en jeu et l'âge du souscripteur assuré. L'assurance vie en 1980 représentait moins de 2% de l'épargne financière des ménages, donc n'existait pas sur le marché de l'épargne. Donc la fiscalité qui était paradisiaque ne justifiait pas d'une consommation excessive d'assurance vie. De 1980 à aujourd'hui, j'ai commis plusieurs ouvrages sur ce thème. Si certains d'entre vous souffrent de troubles du sommeil, je leur offrirai, parce qu'ils tomberont facilement dans les bras de Morphée. Attention, on va vous prendre au mot, hein, attention. Oui, mais l'assurance vie tend vers le droit commun de la fiscalité avec un assujettissement progressif à l'impôt sur le revenu jusqu'à la flat tax, un assujettissement au droit d'enregistrement à des taux de plus en plus élevés avec même des pulsions dans le cadre de la loi de finances actuelle. Tout ça fait que cette fiscalité dégradée n'a pas empêché l'assurance vie pendant toute cette période de devenir le produit préféré des Français, pour reprendre votre mot à l'instant, et représenter certaines années jusqu'à plus de 100% de l'épargne financière des ménages. Donc c'est pas la fiscalité. Donc la fiscalité n'est pour rien dans le succès de l'assurance vie, malgré mon goût pour cette fiscalité. Le seul motif, c'est la courbe des taux. Je reviens à ma petite séparation. 1960-1980, les taux longs n'ont cessé de monter jusqu'à un pic d'environ 16%. Et donc, le fonds général des compagnies d'assurance était extrêmement médiocre au niveau des satisfactions qu'il pouvait apporter aux épargnants. Et les épargnants, malgré le caractère paradisiaque sur le plan fiscal, s'écartaient de cette enveloppe juridico-fiscale. De 1980 à 2020, les taux n'ont cessé de baisser pour passer donc de près de 16%
à négatif en 2020. Et là, le matching... C'était même négatif avant 2020. Hein. Oui, ou 2019. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, les fonds en euros qui étaient essentiellement investis, surtout en début de période, en produits de taux longs, se sont retrouvés exceptionnellement bien en adéquation parfaite et qu'une phase continue, aujourd'hui révolue, des taux longs. Et donc, clairement, dans mon esprit, mais naturellement, je peux parfaitement me tromper, à partir de 2020, on voit que le charme formidable, pluriséculaire de l'assurance vie a pris fin parce que son moteur de valorisation, la baisse des taux, a pris fin. Aujourd'hui, on peut s'interroger naturellement sur la courbe des taux. Est-ce qu'elle va être suffisamment lente pour produire l'effet que vous décrivez très, très savamment, ou plus violente, où on va arriver à des taux bas. Mais en toute hypothèse, encore une fois, ce vecteur fantastique de création de richesse qu'était la baisse des taux, pensez bien, 16% à zéro, au moins de zéro, a pris fin. Et donc, je suis plus réservé. Mais vous savez que la fin d'un amour ne signifie pas la fin de l'amour. Et donc, dans l'assurance vie, il y a la partie en euros, mais aussi la partie en unité de compte. Et pour vous, d'ailleurs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est beaucoup plus valorisant demain au niveau de la proactivité client, de la culture financière, de la présence auprès des clients, de vendre des unités de compte. Et là, l'enveloppe reste encore très intéressante. Bon, Cyril Chartier-Kessler, on reste quand même sur le fonds euro. Est-ce que vous considérez aussi que le charme a pris fin ? Alors, sur le fonds euro, je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Bayot, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'épargnant a été très mal habitué pendant 40 années, puisqu'en fait, l'épargnant d'hier touchait la performance des obligations achetées avant-hier avec des taux beaucoup plus élevés. Bon. Et le fonds en euros a été un placement complètement, je dirais, atypique, 100% sécurisé, qui rapportait plus que l'inflation. Donc c'était le bonheur total. Je considérais peut-être à vous choquer que c'était une situation relativement anormale. Et aujourd'hui, on risque de rentrer dans une situation davantage normale où un placement sécurisé va, pendant pas mal d'années, rapporter moins que l'inflation. Puisque, en fait, l'épargnant d'aujourd'hui, et là maintenant, il va être impacté par les obligations, parfois à rendement négatif, qui ont pu être achetées par certains assureurs lorsque les taux étaient extrêmement bas. La question de savoir si la hausse brutale est soutenable pour les assureurs, je ferai un petit bémol par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on a beaucoup raisonné en moyenne. Effectivement, en moyenne, la décollecte est soutenable. En moyenne, les assureurs ont de la PPB. Problématique de la moyenne, c'est que la moyenne, ce n'est pas tout à fait la réalité de chaque compagnie individuellement. Donc globalement, oui, le secteur a tout à fait capacité à soutenir cette hausse des taux parce qu'il y a des très grosses réserves. On va prendre l'exemple du Crédit Mutuel qui a 7 à 8% de provision de participation bénéfice. Si le Crédit Mutuel veut verser 3, 4, 5% de taux cette année, il peut faire ce qu'il veut. Bon. Après ça, tout le monde n'a pas ces réserves-là. Bon, le côté très positif, c'est que le secteur est hyper régulé, hyper contrôlé. Donc, si certaines compagnies se trouvent avec une décollecte un peu importante parce qu'elles n'ont pas tout à fait assez de réserves, le secteur a tous les dispositifs idoines pour se prémunir. Bon, comme je le disais dans mon intro, il y a le volet concurrentiel de la hausse des taux pour les fonds euros. Qui fait mieux ? Est-ce un problème pour l'assurance vie en euros, cette concurrence d'autres placements avec des taux qui sont même meilleurs dans certains cas ? Déjà, Franck Levallois, est-ce qu'il y a un match fonds euro livret A ? Livret A qui est à 3% et qui va rester à 3% pour quoi ? Pour 18 mois, je crois, hein ? Je pense qu'il n'y a pas de match. Alors ça va peut-être vous faire réagir, mais ma thèse, c'est qu'il n'y a pas de match. Et en fait, il n'y a pas de match parce que il peut y avoir un effet psychologique. C'est un peu différent. À l'annonce d'augmentation, ce qui a été le cas dans le passé, dans un passé récent, d'augmentation du taux du livret A, d'avoir un effet psychologique sur des épargnants qui ont reporté leur versement sur leur contrat d'assurance vie ou qui se sont interrogés sur leur assurance vie. Ça, c'est le cas. Mais je pense que ça ne va pas au-delà. D'ailleurs, on le voit bien l'année dernière, quand vous comparez les collectes du livret A de l'année dernière et de cette année où, comme vous l'avez précisé, le taux du livret A a été cristallisé pour une certaine période, là où il y a un an, on était passé de 1 à 2%. Et en fait, cette année, les derniers chiffres, donc du mois d'août, montrent en fait que la collecte a diminué de moitié. Donc, on voit bien qu'il y a un effet psychologique à l'annonce du taux du livret A, ce qui peut
induire des effets sur la collecte en assurance vie, mais pas des effets de long terme. Mais ce sont des effets de court terme. Et puis, vous savez aussi bien que moi dans cette salle d'experts qu'au fond, les caractéristiques du livret A sont quand même très différentes de celles de l'assurance vie. Il y a un plafond, on ne peut pas détenir plusieurs livrets A. Et au fond, la gestion d'actifs du livret A, elle est ce qu'elle est. Alors qu'en assurance vie, vous avez des possibilités d'adapter à la fois votre allocation, euro UC bien sûr, mais également la nature en fonction de la nature, enfin d'allouer entre les UC ou la nature des UC en fonction de ce qu'est le projet d'investissement, le profil d'investisseur. S'il n'y a pas de match avec le livret A, il est avec quel autre type de placement? Les comptes à terme bancaires, les livrets rémunérés, qu'est-ce qu'on a d'autre qui rapporte depuis que les taux remontent? Les fonds obligataires datés, le monétaire? Quels sont vos retours? En fait, il faut. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre, et il me semble très important, c'est l'horizon de temps. L'assurance vie, en fait, en France, il n'y a pas de fonds de pension. Et le véhicule idoine pour l'épargne de très long terme, c'est l'assurance vie, c'est 13 années en moyenne pour un contrat d'assurance vie. Qu'il y ait là aussi des effets à court terme, vous l'avez cité, les comptes à terme, les livrets. Bon. Parce qu'offrant sur une période de temps néanmoins limitée, offrant des rémunérations... Il y a des campagnes, des campagnes promotionnelles. Mais plus intéressantes. Ça, c'est possible, mais encore une fois, ça ne remet pas en cause ce qu'est l'horizon de temps de l'assurance vie, c'est-à-dire d'être finalement quasiment le seul... En tout cas dans l'épargne financière, je mets l'immobilier de côté, mais dans l'épargne financière, d'être le seul véhicule d'investissement ou de placement à très long terme. D'ailleurs, quand vous regardez, et ça je terminerai là-dessus, quand vous regardez l'allocation ou la répartition des flux d'épargne financière mois après mois, ce sont les chiffres qui sont publiés par la Banque de France, vous apercevez qu'il y a eu des mouvements très très importants au bénéfice des livrets bancaires ou des comptes à terme, mais qui venaient simplement des dépôts bancaires qui se sont vidés considérablement ces dernières années, ces derniers temps, au bénéfice du livret A, maintenant plutôt au bénéfice des livrets bancaires, des comptes à terme, et vous remarquerez, comme moi, que l'assurance vie conserve sa part naturelle, année après année, dans ces flux d'épargne financière. Martin Landais, pour en revenir au match ou à l'absence de match entre les fonds euros et le livret A, pourquoi est-ce qu'on cite spontanément le livret A? Pourquoi est-ce qu'on les compare toujours? On cite souvent le livret A parce que ça reste une référence de marché. Le taux du livret A reste psychologiquement... si je voulais citer le président, c'est un peu comme la bagnole, quoi. Le taux du livret A, c'est un taux que tout le monde connaît et qui, de fait, devient un peu une référence de marché. Et donc, auquel vous allez comparer aussi vos rendements sur les autres types de placements et notamment l'assurance vie. Il n'y a pas, en vérité, au-delà de cet effet psychologique, il n'y a pas de match ni de concurrence. On n'est pas sur des volumes comparables. Enfin, je veux dire, vous avez 350 milliards d'euros de livret A. Si vous rajoutez le LDDS, vous êtes au-dessus de 500 milliards. Contre près de 2000 milliards pour l'assurance vie, fonds euros et UC. Vous n'êtes pas sur le même type de service offert aux clients en termes d'adaptation à l'horizon, de devoir de conseil sur les placements. Et je crois qu'on n'en a pas parlé, mais si dans cette discussion sur fonds euros, assurance vie, vous avez aussi un produit qui marche extrêmement bien depuis son lancement, qui dépasse les 80 milliards de collecte depuis la loi Pacte, c'est le PER. Et le PER, c'est typiquement un produit où vous vous donnez un projet avec un horizon et vous adaptez votre allocation en fonction de cet horizon. Et moi, je travaille au service du financement de l'économie. Et donc, un des objectifs, c'est évidemment, le premier, c'est la protection des consommateurs, la stabilité financière, mais c'est aussi le financement de l'économie. Et entre un produit comme le livret A et des produits comme le fonds euro, le PER, il n'y a pas photo en termes de financement des PME, des ETI, des entreprises françaises. On va voir maintenant ce qu'on peut attendre comme rendement du fonds euro dans les mois, les années qui viennent. Cyril Chartier-Kessler, ça va monter quand même. Alors oui, il est évident que ça va monter. Comme Franck Levallois l'a dit, l'achat d'obligations avec les taux nettement supérieurs permet une remontée progressive
du rendement financier des actifs généraux. Bon. Ce que l'on peut dire tout de même à date, c'est donc de notre lecture, compte tenu des réserves qu'il peut y avoir au niveau des plus-values latentes qui restent sur actions et sur immobilier, même s'il y a des secousses sur certains vecteurs, également compte tenu des provisions de répartition de bénéfices, le secteur a en moyenne une grande souplesse pour fixer son taux. Nous, l'hypothèse que l'on fixe pour 2023, mais qui n'est qu'une hypothèse, compte tenu de la souplesse du secteur, c'est l'hypothèse d'un taux moyen de 2,50%. D'autres personnes pourraient poser une hypothèse plus élevée. Nous ne la posons pas pour une simple et bonne raison, c'est que plus le taux moyen sera élevé, plus il y a un risque de décrochage des compagnies qui ne pourront pas suivre. On l'a vu en 2022, il y a des compagnies qui ont servi des taux très bas. Elles ne l'ont pas servi par choix, elles l'ont servi par contrainte, parce que leur actif rapportait peu et parce qu'elles avaient peu de réserves. C'est un peu comme un peloton cycliste. Là, l'enjeu, c'est que tout le monde arrive au bout. Si le secteur remonte ses taux à 3 ou 3,50 en moyenne, il y a des compagnies qui ne pourront pas suivre, d'où notre hypothèse de 2,50 qui nous semble, entre guillemets, un compromis entre les réserves et puis la capacité de faire suivre tout le monde. Philippe Bayot, c'est cette hypothèse de 2,50%, c'est de nature à faire revenir le charme ou non? Le charme est définitivement rompu. Non, le charme, oui, ça ne va pas me faire courir. Mais simplement pour revenir juste en complément au propos de Franck Levallois sur le plan technique, sur le match livret A et assurance fonds euro, il faut bien voir que sur le plan technique, il n'y a pas de match possible. Le livret A, c'est un cocktail, le taux du livret A, c'est un cocktail entre l'inflation et les taux courts. Les fonds en euros, c'est essentiellement, avec l'effet retard souligné par Cyril tout à l'heure, c'est une problématique de taux long et d'évolution de ces taux longs. Donc tout match serait purement artificiel et conduirait simplement à une reprise des provisions observées par Cyril tout à l'heure. Et l'idée, alors évidemment, c'est que ce match donc est fictif, mais simplement le fait de poser la question marque la dégradation des fonds en euros, parce que pendant des années, le match prétendu était plié parce que le rendement des fonds en euros était stratosphérique, d'une part par rapport à l'inflation et d'autre part par rapport au taux du livret A. Donc ce match n'existe que très récemment du fait de ce passage, un instant de raison en tout cas sur des taux très, très bas. Mais je voulais juste proposer une devinette parce que nous parlons du temps long. Et je vais vous donner ce qui est vraiment le temps long de l'épargnant, et alors l'épargnant les plus aisés naturellement. Je vais prendre un couple normal, je veux dire monsieur et madame, je ne fais pas dans le wokisme. Monsieur et madame ont 60 ans. Quelle est la probabilité que l'un des deux soit vivant à 94 ans? Je ne sais pas si une main se lève parce que nous ne voyons pas la salle. C'est plutôt tout à l'heure que les gens vont prendre la parole. Alors simplement, cette probabilité est de 50%. Pensez donc qu'un couple de 60 ans a un horizon biologique supérieur à 35 ans. Et l'horizon financier est encore plus long. Pourquoi est-il plus long? Simplement parce que vous avez beaucoup de clients qui relèvent de la gestion privée, qui m'a été longtemps très chère. Et donc, le jour de leur disparition, les bénéficiaires ou leurs héritiers ne vont pas consommer le capital reçu dans la journée. Ils vont eux-mêmes replacer cet argent sur 10 ou 20 ans pour la plus grande proportion. Naturellement, mon observation est valable pour les personnes les plus aisées. Et donc, ça veut dire qu'à 60 ans, l'horizon patrimonial d'un client doit être aisé, un happy few, et supérieur à un demi-siècle sans mégalomanie. Et donc, mon observation est simplement que la structure actuelle des fonds en euros sur un demi-siècle ne me conduirait pas à des souscriptions massives. Inversement, la création de valeur, nous avons un président schumpeterien qui aime la bagnole, mais qui est aussi un schumpeterien, donc qui croit à l'entreprise pour créer de la valeur. Et donc les investissements en unité de compte action, par exemple, c'est une réaction de ma part, là peuvent créer de la valeur sur la véritable duration de vos épargnants. Bon, vous pouvez dire encore beaucoup de choses sur le fonds euro. Si vous avez des questions, bien entendu, vous les poserez tout à l'heure lors de la séance de questions-réponses dans un quart d'heure, 20 minutes environ. On passe maintenant à l'autre grande partie de ce débat sur l'avenir du commissionnement. Ça, on sait que ça vous intéresse, notamment sur l'assurance vie, dont on vient de parler en ligne de mire. La RIS, Retail Investment Strategy, de la commissaire européenne Mayrid McGuinness, qui vise à remplacer le commissionnement sur la vente de produits d'épargne par un système d'honoraires. Martin Landais, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? La RIS, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est.
et je pense qu'ils sont très peu nombreux dans la salle, mais je vais quand même revenir sur cette stratégie pour l'investissement de détail qui a été présentée le 24 mai dernier par la Commission, qui s'inscrit plus largement dans la feuille de route pour le renforcement de l'Union des marchés de capitaux de 2020. Et l'objectif donc de cette stratégie pour l'investissement de détail, c'est d'accroître l'investissement des particuliers sur les marchés financiers. Alors, cette RIS, cette Retail Investment Strategy, la solution qui est proposée par la Commission, vous avez mentionné la question centrale des commissionnements, c'est pas la seule. Enfin, je veux dire, on réduit la RIS au commissionnement. C'est ce qu'on retient. Mais c'est pas que ça, même si c'est un point central. La RIS, elle vise à répondre à des problèmes structurels identifiés par la Commission, donc ne tirez pas tout de suite, hein, identifiés par la Commission, qui freineraient l'investissement des particuliers. Frais élevés, comparabilité réduite des produits, plus-value limitée du conseil, complexité de la documentation contractuelle. Voilà, c'est un ensemble de problèmes perçus, en tout cas, par la Commission, auxquels la RIS essaye d'apporter des réponses par un texte qui embrasse très large. Hein. C'est un texte omnibus, puisqu'on touche à MiFID II, on touche à la directive sur la distribution d'assurance et, au meilleur d'entre nous, le règlement PRIPS. Donc voilà, pour résumer, la priorité de ce texte, c'est de renforcer la contribution des ménages au financement de l'économie européenne en refondant un certain nombre de règles qui régissent la distribution des produits financiers. Alors, comme vous le savez, et vous l'avez indiqué, l'ambition qui avait été affichée au départ par la Commission, c'était le full ban, c'est-à-dire l'interdiction totale du commissionnement au motif qui serait par nature source de conflits d'intérêts et à juste titre, la Commission entend réduire les conflits d'intérêts. À juste titre, sur les conflits d'intérêts, en revanche, sur la méthode employée, pour nous, côté Trésor, ça a clairement été une solution absolument inacceptable. On l'a fait valoir lors des discussions préliminaires. Vous vous souvenez peut-être de la position exprimée par le directeur général du Trésor en Conseil ECOFIN, c'est le Conseil des ministres économiques et financiers de l'Union européenne, qui a indiqué qu'on était prêt à faire des propositions pour améliorer la participation de la clientèle retail sur le marché des capitaux, mais qu'en revanche, la solution proposée n'était pas acceptable. Et on était loin d'être les seuls, même si on est les seuls à s'être exprimés, on était loin d'être les seuls. Et il y a une majorité d'États membres qui ont exprimé leur grande réserve et leur opposition à ce sujet. Mais comme je disais, la Retail Investment Strategy, ce n'est pas que la question des commissions. Alors, vous l'avez vu, pour finir sur ce sujet des commissions, le texte actuel prévoit un encadrement des commissions, donc ce qu'on traduit par une interdiction partielle. En gros, si vous faites de l'execution only, il n'y a pas de commission. Si vous faites du conseil indépendant, il n'y a pas de commission. Et vous n'avez le droit à la commission que s'il y a un conseil avec de nouvelles conditions qui sont ajoutées. Les nouvelles conditions, c'est notamment le Best Interest Test, on pourra y revenir sans doute, qui pose un certain nombre de questions et sur lequel on est en train de travailler. L'autre pendant de la RIS, c'est tous les sujets de value for money, avec l'idée de se dire on va créer des benchmarks au niveau européen et puis tout ce qui n'est pas dans le benchmark, qui sort de la variance, on coupe. Sur l'approche de value for money, c'est difficile de dire on ne veut pas de valeur pour l'argent. Enfin, voilà. En revanche, le diable est plus que dans les détails et se dire que c'est au niveau européen qu'on crée des benchmarks, disons conceptuellement, quand on voit le caractère très particulier de chaque marché national, en particulier en termes d'épargne assurantielle, on peut nourrir de grands doutes sur l'utilité, la pertinence et l'opérationnalité de tests de benchmark réalisés au niveau européen, et c'est ce qu'on fait valoir au niveau européen. Et puis enfin, le dernier point, c'est tout ce qui concerne l'information dans la RIS. J'entends le dernier pilier, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de l'information aux clients, notamment à travers PRIPS. Le pouvoir donné aux superviseurs en termes de lutte contre les influenceurs qui font un travail peu scrupuleux. Et ça,
on pense qu'il y a des choses à travailler, et c'est aussi des propositions sur lesquelles qu'on regarde avec attention. Avant de donner la parole à Franck Levallois, où en est le dossier là? Est-ce que c'est encore un sujet important, une menace entre guillemets, ou est-ce que avec le temps, cette menace s'éloigne? Alors, avec le temps, tout ne s'en va pas, et il est certain que, quoi qu'il en soit, il ne faut pas se dire que si on passe cette mandature de commission, ça sera une clean sheet, ça sera une page blanche. C'est pas vrai, ça va revenir, et donc c'est pour ça qu'il faut s'y atteler. Dans quel calendrier? On peut effectivement se poser des questions sur le caractère réaliste d'un calendrier rapide. Quoi qu'il en soit, la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne a annoncé qu'elle souhaitait obtenir un accord sous sa mandature, c'est-à-dire avant la fin de l'année, sur ce texte. Et comme vous le savez sans doute, la rapporteure au Parlement européen, qui est la députée Stéphanie Yoncourtin, et c'est plutôt une bonne chose pour faire valoir un certain nombre de positions françaises, Stéphanie Yoncourtin a annoncé un premier rapport cette semaine sur le sujet. Donc les choses peuvent avancer relativement rapidement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des vraies discussions et qu'on n'escamote pas des débats de fond sur ce qu'on cherche à faire. Parce que améliorer le conseil, améliorer la distribution, oui, mais que ça ne soit pas une façon cachée de promouvoir un modèle plutôt qu'un autre en Europe, parce que ça serait une mauvaise solution et une mauvaise piste. Franck Levallois, les assureurs sont de ceux qui sont vent debout contre ce projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous hérisse dans la RIS? Il n'y a pas que les assureurs d'ailleurs. Je dois citer également beaucoup d'autres d'ailleurs associations professionnelles qui sont mobilisées sur ce sujet, parce que voyez-vous, dans ce que Martin nous a résumé finalement de ce projet de directive, il faut retenir que si facialement on ne parle pas d'interdiction, de ban des commissions, nous considérons que de fait c'est quand même une interdiction. C'est une interdiction parce que lorsqu'on lit le texte, qui d'ailleurs n'est pas toujours d'une très très grande clarté, avec beaucoup de zones floues, mais déjà on peut dire qu'une très grande partie du marché de l'assurance vie serait empêchée aujourd'hui, enfin en tout cas tel qu'on le connaît, puisque pour des distributeurs monoproduits, des réseaux de distribution même propriétaires, eh bien, comment satisfaire cette contrainte d'avoir une gamme de produits suffisamment étendue? Ouais, par nature, ça colle pas bien. Donc on se demande comment ils feraient, et on voit bien qu'il y a une véritable incitation à pousser dans un sens qui est le sans conseil. Sans conseil. Il y a une clause de revoyure qui est fixée, si je ne m'abuse, à 3 ans, et on voit bien que les conditions qui sont fixées dans ce projet de directive et qui sont, j'allais dire, à la fois, enfin, des conditions très contraignantes, dont la mise en œuvre ne va pas être simple d'ailleurs si on en restait à ce texte, et on voit bien que dans 3 ans, tout est fait, tout est préparé pour qu'on puisse, au niveau de la commission, faire le constat qu'on n'y est pas. Et si on n'y est pas sur le ban partiel, pour reprendre les termes de Martin, alors il faut aller jusqu'au bout de la logique et avoir une interdiction totale. Donc en fait, c'est un peu un traquenard. Hein. C'est comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'on se mobilise très fortement sur le sujet. Ce qui est aussi assez, comment dire, j'allais dire dingue, mais enfin bon bref, paradoxal, c'est que les deux pays au sein européens, il y en a un qui a quitté l'Union européenne, mais que sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui ont pratiqué cette interdiction des commissions. Regardez simplement les chiffres, regardez les faits, et les faits sont têtus. Aux Pays-Bas, c'est une baisse des primes, des cotisations, donc en assurance vie, de 6% depuis le début des années 2010, 6% par an. Et au Royaume-Uni, on s'est aperçu, enfin d'ailleurs c'est pas nous, c'est la Banque d'Angleterre, s'est aperçu que, eh bien, pour les catégories disposant d'un patrimoine inférieur à environ 100 000 euros, eh bien, plus de la moitié de ces épargnants potentiels n'avaient plus accès au conseil, tout simplement parce que dès lors qu'on ne mutualise pas le temps du conseil, quel que soit le niveau de l'épargne,
c'est-à-dire lorsqu'on passe des commissions aux honoraires, eh bien évidemment, on renchérit le coût du conseil, notamment pour celles et ceux qui ont un niveau d'épargne plus limité. Et puis je terminerai quand même sur un point qui me semble, alors là, on a été un peu sidérés de le voir, puisque c'est un peu retour vers le futur, cette affaire, c'est le benchmark. C'est-à-dire de demander aux superviseurs européens de pouvoir, dans une logique de value for money, comme le disait très justement Martin, c'est de comparer les produits au niveau européen, les uns avec les autres. Alors c'est très très bien, sauf qu'on sait tous, partout en Europe, mais vous le savez également dans cette salle, qu'il n'y a pas grand-chose à voir en termes juridiques, en termes de fiscalité, en termes sur des sujets comme la succession entre ce qui existe en France ou ce qui peut exister en Bulgarie. Et pour autant, on va comparer des produits qui n'ont rien à voir, ce qui risque d'ailleurs de se terminer par une comparaison des prix ou des niveaux de frais. Et donc là, ça va être le grand n'importe quoi, parce qu'on comparera n'importe quoi et n'importe quoi, ce qui tirera les prix ou les frais vers le bas, mais sans savoir pourquoi. Et ni avec quel niveau de service. Cyril Chartier-Kessler, votre appréciation de l'impact que pourrait avoir la RIS, ce serait la fin de l'assurance vie en France? Les détracteurs de la RIS disent ça. Alors, écoutez, moi, j'ai ni la compétence de Martin Landais, ni celle de Franck Levallois. Je ferai juste un petit commentaire avec une image qui est celle de la baudruche. Vous savez, la baudruche, quand vous appuyez d'un côté, ça part de l'autre. Bon. Je trouve qu'il y a un absent autour de la table aujourd'hui, qui est la gestion d'actifs. De manière très concrète, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une réglementation qui est mise en place, il y a des dispositifs qui sont trouvés par la profession, finalement, pour réussir à arriver au même niveau de revenu par différents moyens. Bon. Via la gestion d'actifs aujourd'hui, et la plupart des groupes d'assurance ont leur propre filiale de gestion d'actifs, il y a beaucoup de sociétés de gestion de patrimoine qui ont créé leur propre filiale aussi de gestion d'actifs. Il y a tout moyen de transférer le prélèvement de revenus d'une poche vers une autre. Vous le savez tous parfaitement. Voilà. Donc, je nie pas du tout la dangerosité des débats que peut y avoir à l'échelon européen. Ce que je veux dire tout de même, c'est que via la gestion d'actifs, il y a beaucoup moyen de trouver un modus vivendi qui permette finalement d'avoir le même niveau de rémunération à la fin au sein d'un même groupe d'appartenance. Philippe Bayot, oui, c'est déjà à vous. Vous attendez depuis longtemps, mais justement sur la RIS. J'ai écouté avec beaucoup de bonheur donc, les observations de Martin Landais, de Franck Levallois sur le côté plutôt positif que vous aviez sur cette épée de Damoclès qui pèse sur nos heureuses commissions. Mais je voulais juste attirer votre attention sur une dichotomie qui est vraiment étrange sur le marché de l'assurance vie. C'est que la valeur ajoutée, les champs de valeur ajoutée que vous apportez à vos clients ne recouvrent pas les champs de rémunération. Et sur la longue durée, indépendamment du débat sur commission ou honoraire, et pour avoir été avocat, je vous dis la difficulté de prendre des honoraires est évidemment beaucoup plus grande, et Cyril pourrait nous en parler encore plus savamment et de manière plus récente. Mais regardez, vous apportez un très grand champ de valeur ajoutée sur la mise à jour des besoins du client, ce que j'appelle la maïeutique. Une étude de Natixis avait montré que 85% des clients ignorent leurs objectifs et vous les aidez à les mettre à jour. Vous n'arrivez pas à prendre une rémunération sur cette véritable valeur ajoutée que vous apportez à vos clients. Deuxième temps, nombre d'entre vous sont diplômés de Clermont ou de master de gestion de patrimoine. Donc vous apportez une vraie expertise juridique et fiscale et vous augmentez la probabilité d'atteindre des objectifs qui ont été mis à jour dans le premier temps. Et là aussi, vous n'arrivez pas à prendre des honoraires significatifs à hauteur de la valeur ajoutée que vous apportez. Troisième temps de votre valeur ajoutée, c'est la commercialisation des produits et services parfaitement adaptés à la morphologie patrimoniale de vos clients, à l'image un peu de Savile Road en Angleterre. Là aussi, vous n'arrivez pas à justifier de prise soit de commission, soit d'honoraires. Et le dernier champ, et là je ne voudrais pas ressortir de cet amphithéâtre couvert de goudron et de plumes et être mis prématurément dans le train pour Paris, mais c'est l'allocation d'actifs. Et là, naturellement, toute la source des revenus vient de là. Or, il me semble que vous apportez sur ce champ-là moins de valeur ajoutée que sur les trois autres. Pensez simplement que Morningstar a montré, pour ne pas parler de vous, mais des gérants d'actifs, que moins de 5% des gérants d'actifs battent leur indice sur 10 ans.
où est la valeur ajoutée par rapport à un ETF, mais l'ETF est entre des mains américaines au niveau de la gestion. Alors là, je profite de la proximité de Franck Levallois pour montrer des travaux effectués par votre belle maison. Il n'y a que Franck Levallois qui peut voir. Mais je vais l'expliquer, le schéma. On a une corrélation parfaite entre la souscription d'unités de compte et le CAC 40. Cette corrélation démontre une absence de valeur ajoutée parce que normalement, en théorie pure naturellement, il faudrait souscrire des unités de compte lorsque les marchés sont au plus bas et les vendre au plus haut. C'est exactement l'inverse de la pratique du marché. Vous voyez donc, indépendamment du très très gros chantier que le Trésor a devant lui pour quelques années encore, c'est la pérennité du Trésor et de l'État, il faudrait réfléchir collectivement en disant mais quels sont vraiment les champs de valeur ajoutée très importants dans mon esprit que vous apportez à vos clients et les origines de votre rémunération, que ce soit sous forme encore une fois de commission ou d'honoraires. Philippe Bayot, merci pour cette réflexion. Ça fait... Quel succès! Ça fait à peu près 1 heure que l'on débat de ces 2 gros sujets. On va passer aux questions de la salle. Je crois que la lumière va revenir. Des micros sont à votre disposition. Donc voilà, vous levez la main et les micros vont venir jusqu'à nous. Alors j'ai monsieur au premier rang qui a une question. Voilà, ça vous fait descendre jusqu'au premier rang. Vous pouvez peut-être faire une partie du chemin, monsieur aussi. Merci pour votre question. Bonjour à tous. J'aurais 2 questions sur les fonds en euros. Au niveau de la structure, c'est-à-dire que les fonds en euros sont composés majoritairement d'obligations, mais aussi d'actions et d'immobilier. Et je voudrais savoir quelle est la répartition en général des fonds en euros. Ma deuxième question, c'est une inquiétude. Il y a certains fonds en euros qui font racheter des SCPI en difficulté, donc les assureurs disent ça. Et je voulais avoir votre avis sur cette inquiétude. Qui peut répondre à la première, puis à la deuxième, ou juste à l'une des deux? Moi, je réponds en termes de perspective de politique publique, et je laisserai Franck sur le reste des sujets. En termes de politique publique, comme je l'ai dit, notre ambition, c'est de financer l'économie. Et donc, dans le fonds euro, il y a certes des poches obligataires qui apportent aussi de la liquidité. Il y a des actions, et entre 10 et 15% d'actions dans les fonds euros, c'est quand même substantiel. Il y a aussi de plus en plus des classes d'actifs qui étaient traditionnellement moins présentes, notamment tout ce qui est non coté, que ce soit en dette ou en equity. Comme vous ne l'ignorez pas, le projet de loi Industrie verte vise aussi à augmenter la part, pas dans les fonds euros, mais dans l'assurance vie de ces classes d'actifs qui servent au financement des PME, des ETI et des entreprises françaises. Mais je dirais que, et puis pardon, au niveau européen, nous aussi, on promeut le fait qu'en solvabilité, vous ne soyez pas excessivement pénalisés par la détention d'actions, et c'est tous les travaux sur les long-term equity investment portfolio, c'est-à-dire en gros une classe d'actifs que l'assureur peut prouver détenir à long terme et qui est moins choqué et qui est moins pénalisant en termes prudentiels. Voilà, donc je pense que, encore une fois, le fonds euro a des très bonnes armes pour prospérer, certes, sans doute avec de la réinvention en termes commerciaux par les réseaux, mais en tout cas, il a les moyens de son succès futur. Franck Levallois, pour compléter cette réponse. Oui, alors j'ai pas les chiffres, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais je vous renvoie vers le site de France Assureur. Je fais aussi un peu de publicité, Martin, tu vois. Et vous trouverez la répartition détaillée, mais enfin, vous retrouverez ce que vous avez à l'esprit, c'est-à-dire que plus de la majorité, la moitié des actifs détenus sont des actifs obligataires. Et d'ailleurs, les 2 tiers de ces actifs obligataires étant des actifs corporate, enfin d'obligations d'entreprise, et avec une minorité, 1 tiers grosso modo, d'OAT, d'actifs, enfin d'obligations émises par l'État français. Peut-être sur votre question concernant les SCPI, bon, je n'ai pas connaissance de cas individuels, et puis de toute façon, c'est pas la fédération de les commenter, mais je me permettais simplement, c'est de faire un petit commentaire global sur l'immobilier.
Juste pour dire que bon, aujourd'hui, l'immobilier dans les unités de compte représente moins de 10% en fait, des unités de compte. On est sur finalement une proportion qui s'est développée ces dernières années, mais qui est loin d'être majoritaire. Et le deuxième commentaire que je ferai, c'est que l'immobilier fait du sens dans une épargne de long terme, bien évidemment. Ça fait du sens parce qu'il y a une cohérence entre ce que peuvent être des perspectives de développement à long terme, de la valeur, pas simplement des rendements, mais aussi de la valeur, et ce qu'est l'assurance vie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On a à peu près une dizaine de minutes pour toutes vos questions. Oui, bonjour monsieur. Sébastien Proust, merci pour ce panel très intéressant. On a parlé beaucoup de courbe des taux. Aujourd'hui, elle est inversée, avec des durations longues qui fournissent moins de rendement que des durations plus courtes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde de l'assurance? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut répondre? Cyril ou Philippe? Franck Levallois, pour le monde de l'assurance. Non, ce qu'on voit tout de même au quotidien, c'est que la situation sur les taux d'intérêt est extrêmement variable. Nous, on la regarde tous les jours et on la suit. C'est hyper volatile. Ces derniers jours, elle a encore évolué. Hier, l'OAT était à 3,35%. Il y a quelque temps, c'était l'OAT à 3 ans qui était nettement plus rémunératrice que celle à 10 ans. C'est hyper volatile. C'est traducteur d'un marché aujourd'hui qui est incertain, dans lequel on est. Voilà. Avec de toute façon des banques centrales qui augmentent leurs taux de manière assez tendancielle. Est-ce que la Fed, notamment, en a terminé avec ses hausses de taux? Est-ce qu'elle fait juste une pause pour voir et reprendre peut-être une ou deux hausses de taux? C'est l'incertitude actuelle. Monsieur au premier rang, bonjour. Bonjour. En fait, ma question est liée aux propos de M. Cyril Chartier-Kessler. Si ma mémoire est bonne, on doit remonter à un peu plus d'un an, à la première quinzaine de juin 2022. Et à cette époque, il avait préconisé la fermeture des fonds en euros, laissant entendre que si on ne procédait pas à cette manœuvre, en ce cas, on s'exposait au risque que le volet de la loi 10 Sapin 2 vienne à s'appliquer, à savoir une fermeture autoritaire par le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc je présume que son raisonnement était lié au risque que la solvabilité des compagnies d'assurance vie soit affectée par une perte de substance, une décollecte qui aurait pu s'affirmer à mesure que les taux d'intérêt montaient. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, alors même que les taux à l'époque étaient, on va dire peut-être alentour de 3%, ma mémoire me fait défaut, alors que nous sommes à présent à 3,30%, donc un petit peu au-dessus, qu'on a quand même un peu de tension. Est-ce que ce risque-là est à écarter, ou est-ce qu'on peut mettre en face le fait que les 2,5 milliards par mois relativement à 1900 milliards de collecte en stock, permet, est en définitive quelque chose de modeste, et qu'on peut s'affranchir de ce risque-là, étant entendu, bien entendu, toutes les compagnies ne sont en aucune façon concernées à la même enseigne. Est-ce que la loi Sapin 2 pourrait revenir d'actualité? Pardon, je me permets d'intervenir quand même sur ce sujet. Je suis un peu déçu parce que du coup, je me rends compte que je n'ai pas été clair. Il n'y a pas de risque de marché. Les taux de rachat sur prime sont à des niveaux très loin de 2012. Les bilans des assureurs ont suffisamment de liquidités pour gérer des situations même plus stressées. Donc, pour le coup, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a une attention parce qu'on suit le marché qui est volatile, donc forcément. Mais en tout cas, il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue-là. Du point de vue systémique, vous mentionniez le HCSF, qui a des pouvoirs systémiques. Il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Ensuite, Cyril Chartier-Kessler évoquait des situations individuelles. Il y a toujours des situations individuelles qui sont plus difficiles que d'autres, mais il y a un superviseur qui suit au jour le jour toutes les configurations,
qui accompagnent le cas échéant pour éviter des sorties de route. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire quand même qu'on a un superviseur qui travaille très bien. Et donc là aussi, pas d'inquiétude particulière à avoir. Pardon, je vous ai pris la parole. Alors, Cyril Chartier-Kessler, ensuite Franck Valois, Philippe Bayot, tout le monde en fait. Non, ce que je dirais en complément, effectivement, c'est qu'il y a la situation générale d'une part, la situation particulière d'autre part. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que face à cette situation où les fonds en euros sont en collecte nette négative depuis maintenant pas mal de mois, il y a beaucoup de compagnies qui ont rouvert complètement le robinet d'accès aux fonds en euros, qui offrent des taux de rémunération garantis de 4% sur les versements réalisés en 2023. Donc on voit bien que certains opérateurs, c'est un petit peu plus difficile que pour d'autres. Voilà. Bon. Après ça, on est dans un secteur en France qui est hyper régulé, hyper suivi. Donc le seul risque éventuel pour l'épargnant un jour, ce serait de lui dire écoute, cette année, tu vas attendre un petit peu pour retirer de l'argent au-delà d'une certaine somme. Voilà. Oui, Franck Levallois, pardon. Oui, merci pour votre question. Je souscris parfaitement à ce que Martin Landais vous a dit. Il y a des mécanismes d'abord protecteurs en cas de hausse des taux. Il y a une marge de solvabilité, je le rappelle quand même, mais qui, sur le secteur, représente 2,5 fois, enfin on est à 2,3 pour être très précis, le minimum réglementaire. Bon. Donc on est à des niveaux de solvabilité qui sont très élevés, d'ailleurs qui n'ont quasiment pas bougé entre 2021 et 2022. Enfin, tout ça, malgré la hausse des taux, tout ça est resté à peu près au même niveau. Enfin, et les taux de rachat, ou les taux de prestation plus exactement, étaient en 2012 à un plus haut à 9,5%. Sur 12 mois, et on a été entre 7 et 8% ces derniers mois. Donc vous voyez, on ne peut pas dire, alors je laisserai la paternité de ces déclarations à Cyril Chartier-Kessler, mais vous voyez bien qu'il faut faire attention, il faut analyser la situation avec sérénité, et encore une fois, les faits et les chiffres sont têtus. Depuis un an, puisque c'était la date que vous preniez comme référence, est-ce qu'on a assisté à ce qui pouvait être dit en termes de rachat? Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'en termes de fragilité du marché, est-ce qu'on a constaté quelque chose? Non, je ne le crois pas. Voilà, donc après, comme je disais tout à l'heure, qu'on mette sur la table des scénarios plus ou moins catastrophes, ça, je comprends intellectuellement, mais à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre, et la réalité, c'est que l'assurance vie, depuis un an, enfin, depuis la date que vous avez mentionnée, eh bien, elle a continué à se développer. Les cotisations ont battu des records en termes de progression et de niveau, et l'encours a, sur un an, progressé de 3,5% tout de même. Et Philippe Bayot. Oui, au cours des années 80-90, moi j'étais membre du comité financier de l'affaire. Et donc, dans une phase de taux qu'on anticipait baissier, l'exercice était pas aisé, mais pas trop excessivement difficile. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être un responsable de la gestion d'actifs d'un fonds en euros, parce que c'est assez subtil. Est-ce qu'il va prendre des taux longs pour parier une stabilité des taux, ou être très court et créer dans le même temps la politique commerciale de la compagnie pour laquelle il gère les actifs en matière de production de fonds en euros. Donc c'est vraiment un exercice difficile. Puis vous aurez observé une sorte de dichotomie à la tribune, parce que vous avez aux extrêmes, je ne savais pas qu'ils sont extrémistes, mais des personnes qui sont moins institutionnelles. Et donc pour être juste souriant, et parce que quand on a des auditeurs qui ont de la mémoire, c'est très embêtant. Moi j'écris beaucoup de tribunes dans le Point de cette semaine, et être relu après 5 ans, évidemment, c'est prendre un risque très considérable. Mais pensez juste au comportement du marché. Je parle du marché au moment où les taux sont passés en dessous de 0. Donc on n'est plus dans cette conjoncture. Mais à ce moment-là, vous avez eu beaucoup de réflexions. Vous avez d'abord eu des actions. Mon ancien employeur, donc Aviva, a décidé de céder le groupe en France, au sein duquel il y avait le fonds Affaires, qui depuis 25 ans représentait le risque le plus majeur worldwide d'Aviva sur le plan financier. Donc ils ont décidé de s'en éloigner. De la même manière, vous avez des grandes maisons, donc de très grandes maisons même du type Allianz ou AXA, qui ont décidé en Europe de céder des portefeuilles financiers, plutôt s'orienter vers l'assurance de dommages, fondamentalement. Et vous avez même un directeur général d'une très grande maison d'origine italienne, vous aurez tous reconnu Jean-Laurent Garnier, qui s'était interrogé sur la fin des fonds en euros en 2020. Donc,
c'est le propre d'un marché de se tromper, d'avoir des opinions divergentes, et c'est le bonheur d'être dans une économie libérale qui va créer de la valeur sur la durée. Allez, encore une dernière question. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Simplement, je suis surpris que vous ne parliez pas beaucoup du fonds Eurocroissance. Enfin, vous en avez parlé, mais sans prononcer le Martin Landais. mot. Et j'aurais aimé avoir votre sentiment à l'un à l'autre sur l'avenir de ces fonds Eurocroissance et sur les différentes politiques des compagnies qui offrent des rendements assez disparates. Je vous remercie de rebondir sur l'eurocroissance. Ma réclame aura un peu fonctionné. C'est un fonds auquel on croit. Nous, encore une fois, il avait été conçu dans une période de taux bas, voire négatif, pour permettre de desserrer un des coins du triangle, en offrant pour les assureurs moins de pression sur la liquidité de tous les jours, et donc de la respiration en termes de solvabilité, et pour les assurés, une perspective d'espérance de rendement plus élevée en renonçant à de la liquidité à tout instant. Et donc, c'est un fonds auquel on croit. On l'a considérablement remanié avec Pacte. Vous dire que pour l'instant, c'est un succès universel, ce serait exagéré. On est en termes d'encours à quelques milliards. Pour nous, c'est loin du potentiel. Après, je veux dire, c'est comme chaque innovation dans un environnement où il faut former des distributeurs, il faut changer des pratiques, ça prend du temps, c'est pas intuitif, mais on considère que c'est un produit qui va continuer de croître et que nous, on va essayer de continuer de soutenir en regardant si des assouplissements sont nécessaires au point de vue réglementaire pour lui permettre de se déployer plus rapidement. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va continuer de pousser. Complément de réponse, Franck Levallois. Oui, je vais aller même un peu au-delà de ce qu'a dit Martin. Le potentiel, il s'est même amélioré avec la remontée des taux. C'est vrai que les fonds Eurocroissance, lorsque les taux étaient bas, étaient finalement moins adaptés à cette situation de marché. Ce qui me fait dire aussi, pour rebondir sur ce que Philippe a dit tout à l'heure, c'est que oui, les déclarations des uns ou des autres, ou les perspectives qui peuvent être tirées ou dressées à un moment donné, elles dépendent évidemment du contexte. Et quand vous avez des taux d'intérêt qui sont négatifs et qui passent à 3 et quelques %, on ne peut pas dire que le contexte n'a pas changé, bien évidemment. Voilà, mais c'est juste pour relativiser un tout petit peu les choses. Et pour terminer sur ce potentiel, ayez à l'esprit qu'entre 2021 et 2022, l'eurocroissance, les fonds en eurocroissance, l'encours en eurocroissance a progressé de 45%. Voilà, pour atteindre quasiment, avoisiner les 7 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Donc c'est une proportion encore assez marginale finalement des 1900 milliards d'euros d'encours de l'assurance vie, certes, mais on voit que ce type de support, de ce type de fonds, trouve sa place progressivement et de plus en plus 45% l'année dernière. Bien, comme il est un petit mot de Cyril, comme il est 16h15, on va s'arrêter là. On va remercier nos intervenants, Cyril Chartier-Kessler, Franck Levallois, Martin Landais et Philippe Bayot. Merci beaucoup pour votre participation à cette plénière et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.